cette communication, Guerre et société celtique, 5e, 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est une invitation à la réflexion de la guerre, de la place de la guerre dans ces sociétés gauloises, ces sociétés celtiques en général, et de la manière de démystifier un peu l'image qui nous a été léguée par les auteurs gréco-latins, cette image qui fait des Celtes des gens qui sont plus préoccupés par le pillage que par mener une guerre, on va dire traditionnelle, ou en tout cas aux yeux des auteurs gréco-latins. Et c'est cette invitation que je vous propose de suivre aujourd'hui. Alors pour cela, je n'aborderai pas l'armement des Celtes, je ne vous parlerai pas d'armes, de boucliers, de fer de lance. Je ne vous parlerai pas non plus de la distinction tactique, stratégie non plus. Je n'aborderai pas une chronologie événementielle des guerres celtiques, encore moins la présentation d'une guerre en particulier, notamment la guerre des Gaules, et il ne sera pas non plus question donc de l'image des guerriers. Ce que je voudrais vous proposer, c'est d'abord une définition de la guerre telle qu'elle peut être extraite d'une lecture des auteurs gréco-latins. Dans une seconde partie, j'aborderai la problématique économique et sociale qui se cache derrière cette guerre spécifique celtique. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, le cheminement est un peu bizarre à chaque fois, dans une troisième partie, les implications économiques et sociales de ce type de guerre. Alors, d'abord, la nature de la guerre chez les Celtes. Nous avons en notre possession deux types de sources. D'abord, les sources archéologiques et les sources gréco-latines, littéraires gréco-latines. Les sources gréco-latines ont de cela de particulier qu'elles sont éparses. Nous avons des auteurs qui commencent avec Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui se terminent avec Zonaras au 12e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire un auteur qui nous a présenté le résumé des travaux de Dion Cassius, qui est un auteur du 3e siècle après Jésus-Christ. Ce sont des sources qui sont ténues et répétitives entre elles, donc ce n'est pas parce que le temps passe que les nouveaux auteurs vont nous proposer des renseignements beaucoup plus fournis. Non, ils ont plutôt tendance à se répéter, et en se répétant, bien, ils se répètent en nous proposant toujours les mêmes stéréotypes. C'est donc une information généralement incidente, c'est à l'occasion de migrations, notamment celle du début du IVe siècle ou du début du IIIe siècle, que nous avons des informations sur cette guerre celtique. C'est à l'occasion des batailles que nous avons quelques informations, mais nous n'avons pas d'œuvre particulière consacrée à la guerre chez les Celtes. Les auteurs gréco-latins n'ont pas fait œuvre véritablement ethnographique, hormis peut-être Posidonios, qui est un auteur grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui nous a laissé des informations très importantes, mais une œuvre dispersée entre petits fragments chez divers autres auteurs. Donc, malgré leurs défauts, les sources gréco-latines, littéraires gréco-latines, restent malgré tout le seul moyen d'aborder les dimensions à la fois économiques, sociales et politiques de la guerre chez les Celtes. En effet, les sources archéologiques, c'est-à-dire les armes que l'on trouve dans les tombes, les fortifications, notamment les fortifications des Oppida du IIe et du Ier siècle avant Jésus-Christ, les sanctuaires dans lesquels nous trouvons des trophées, des restes de trophées, nous l'avons vu à différentes reprises à propos de Gournay-sur-Ronde ou de Rimont-sur-Ancre. Bien entendu, les restes humains qui peuvent présenter des traces de coups contendants, donc qui nous renvoient à une violence éventuellement organisée, collective, donc à la guerre. Ces données archéologiques ne nous renseignent pas sur la nature proprement dite de la guerre. Ce sont des témoins de la guerre, des témoins de cette violence collective, mais ne nous disent rien sur les rapports socio-économiques de la guerre. Alors pour ce faire, nous sommes donc obligés de nous reporter aux sources gréco-latines, malgré les défauts de ces sources, et avant tout de caractériser la guerre aux yeux de ces mêmes auteurs. Ces auteurs, en tout cas pour les auteurs latins, quelqu'un comme Tite-Live, vont nous dire que la guerre doit être conforme au droit et à la religion. Bellum iustium quinque, c'est-à-dire une guerre qui doit être défensive. Pour cela, on va tricher sur le faux, on va transformer l'ennemi en ennemi attaquant, alors que c'est nous-mêmes qui désirons l'attaquer et prendre possession de ses richesses. La guerre va être déclarée selon des rites, peu importe le pourquoi et l'objet de cette déclaration de guerre. Et enfin, la guerre va être déclarée juste à partir du moment où les formes de la déclaration de guerre vont être respectées. Alors, qu'en est-il chez les Celtes ? Alors, la guerre chez les Celtes apparaît forcément en contrepoint, en négatif aux yeux des auteurs gréco-latins.
Alors bien entendu, les Celtes apparemment connaissent en tout cas une partie du droit international, puisqu'ils ont des ambassadeurs qu'ils envoient chez les peuples voisins, ils reçoivent eux-mêmes des ambassadeurs, mais pour autant, aucun auteur gréco-latin ne nous dise que ces Celtes déclarent la guerre. Ils envahissent le territoire ennemi, ils le pillent, parfois l'occupent, mais ne déclarent pas la guerre. C'est-à-dire qu'il y a visiblement un non-respect du droit de la guerre chez ces populations, ce qui fait dire à un auteur comme Tite-Live qu'il y a là, à propos de l'archéologie de l'invasion celte au début du IVe siècle avant Jésus-Christ et leur installation en Italie du Nord, il dit « Il y a là un peuple inconnu, de nouveaux voisins, les Gaulois, avec lesquels la paix n'est jamais assurée, ni la guerre franche. » C'est-à-dire que s'ils ne nous attaquent pas pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, a priori nous sommes en paix. Mais s'ils attaquent, visiblement nous sommes en guerre. Mais il n'y a pas de déclaration de guerre. Alors qu'est-ce que la guerre? Avant d'aller plus loin dans l'analyse des sources gréco-latines, qu'est-ce que la guerre? Alors est-ce d'abord un acte politique, purement politique? Alors si on en croit Karl von Clausewitz, qui est un auteur de la première moitié du XIXe siècle, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « De la guerre » suite à sa participation aux guerres napoléoniennes. Il était dans les rangs ennemis, c'était un Prussien. La guerre, pour Clausewitz, est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. La formule la plus célèbre de Clausewitz, c'est la suivante: « La guerre n'est rien d'autre que la poursuite de la politique par d'autres moyens. » Alors, pour Clausewitz, pour atteindre cette dimension politique de la guerre, il faut répondre à trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est détruire les forces adverses, les forces armées adverses, afin de l'empêcher de se réarmer et de poursuivre le combat. Deuxième objectif, il faut occuper son territoire afin de l'empêcher de reconstituer ses forces. Troisième objectif, il faut juguler la volonté de l'adversaire de poursuivre le combat, l'obligeant à signer la paix, entre autres le soumettre. Alors, on peut aussi s'interroger sur la dimension économique de la guerre. Est-ce que la guerre peut être également un acte économique et pas purement politique? Alors, pour ce faire, je vais me référer à Claude Lévi-Strauss, qui, dans un article de 1943, intitulé « Guerre et commerce chez les Indiens d'Amérique du Sud », dit « Les échanges commerciaux représentent des guerres potentielles pacifiquement résolues, et les guerres sont issues de transactions malheureuses. » Il dit un peu plus loin « Les conflits guerriers et les échanges économiques ne constituent pas seulement en Amérique du Sud 2 types de relations coexistantes, mais plutôt les 2 aspects opposés et indissociables d'un seul et même processus social. » Un contemporain de Clausewitz, Benjamin Constant, dit à peu près la même chose. Il dit « La guerre et le commerce ne sont que 2 moyens différents d'arriver au même but, celui de posséder ce que l'on désire. Le commerce n'est rien d'autre qu'un hommage rendu à la force du possesseur par l'aspirant à la possession. C'est une tentative pour obtenir de gré à gré ce qu'on n'espère plus conquérir par la violence. Un homme qui serait toujours le plus fort n'aurait jamais l'idée du commerce. » Alors la guerre apparaît effectivement comme une alternative possible le commerce apparaît comme une alternative possible de la dimension politique de la guerre. Alors chez les Celtes, si on regroupe les informations qui sont contenues chez les auteurs gréco-latins, on obtient quoi? On obtient d'abord une classification qui est fondée sur leur vision de la guerre, c'est-à-dire les faits tels qu'ils nous sont rapportés. Donc en cela, il faut toujours rester relativement prudent. Ils définissent toujours une finalité des actions guerrières des Celtes. Il y a toujours une finalité dominante, soit une conquête, soit la razzia, mais il y a toujours une finalité dominante qui est définie par les auteurs gréco-latins. Cela nous amène à proposer un classement en 2 grands groupes. On va dire des guerres qui seraient plutôt à visée politique, donc des guerres politiques, elles sont défensives ou de conquête, et des guerres plutôt économiques que j'appellerais des guerres à butin. Alors voici, si on reporte sur un petit schéma, les guerres politiques telles qu'elles peuvent être définies et qui correspondent à la définition proposée par Karl von Clausewitz. On détruit les forces adverses, on occupe le territoire adverse, on subjugue l'adversaire pour l'obliger à se soumettre, et à ce moment-là, effectivement, on rentre de la catégorie guerre défensive ou guerre de conquête. Autrement, on peut se contenter d'envahir le territoire adverse, le spolier de ses richesses. On atteint à ce moment-là de point de vue psychologique, parce qu'on lui enlève à la rigueur ses moyens de subsistance, ses moyens de la survie, mais on ne va pas chercher pour autant
à détruire ses forces vives, ses forces armées. On ne va pas chercher pour autant à occuper son territoire et encore moins à le soumettre. Alors la guerre à butin apparaît dès lors comme la finalité dominante des guerres telles qu'elles ont été menées par les Celtes, si on en croit donc les sources gréco-latines. Le butin comme conséquence de presque toutes les guerres, cela oui, mais la guerre à butin comme butin étant le but déclaré de la guerre. Donc ça fait toute la différence. Alors, cette prégnance de la dimension économique dans les écrits gréco-latins nous montre que ces mêmes auteurs ont entretenu une confusion. Dans leur esprit, la guerre telle qu'elle était menée par les Celtes et le brigandage était la même chose. C'est-à-dire que pour les auteurs gréco-latins, les Celtes ne menaient pas la guerre. Ils menaient en réalité un vaste brigandage, n'étant préoccupés que par le pillage de leurs voisins. Pour quelle raison ? Le brigand, c'est celui qui ne déclare pas la guerre. Il mène une guerre illégitime. Il s'oppose en cela à l'ennemi qui, lui, mène une guerre légitime. C'est la raison pour laquelle, pour les auteurs gréco-latins, pour Tite-Live, mais également pour Polybe et les autres, les Celtes ne mènent pas la guerre, mais mènent du brigandage. Alors, cette prégnance de la dimension économique de la guerre, elle se manifeste dans les différentes actions qui sont menées par les Celtes, qui cherchent à accaparer de nouvelles terres ou s'installer, par exemple, au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, quand ils s'installent en Italie du Nord, quand ils passent à partir du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ en Asie mineure, à chaque fois, ils cherchent à accaparer des terres pour s'installer. Ils imposent aussi des tribus aux populations vaincues, et enfin, ils peuvent tout simplement piller les territoires voisins. Donc il y a une guerre à butin qui va s'opposer à une guerre défensive ou de conquête, puisque, donc, comme je l'ai dit, je résume, pas de volonté de détruire les forces ennemies, pas de volonté d'occuper son territoire, et également pas de volonté d'imposer la paix. Alors si on reporte ces informations sur deux tableaux, le premier en haut, où on voit donc une classification guerre politique et guerre économique, avec une typologie, guerre défensive, de conquête et à butin. Effectivement, la guerre défensive, puisqu'on est attaqué, éventuellement, on peut récupérer une partie du territoire ennemi, mais ce n'est pas le but recherché. On peut éventuellement imposer un tribut à l'ennemi, mais ce n'est pas le but recherché, et encore moins faire du butin si éventuellement on a gagné la bataille ou une bataille contre l'ennemi. On peut faire du butin, mais c'est toujours opportuniste. Dans la guerre de conquête, on va rechercher l'appropriation du territoire, ça c'est un but recherché, éventuellement imposer un tribut, et puis surtout faire beaucoup de butin, puisqu'on accapare le territoire de l'autre, donc on accapare ses richesses. Dans la guerre à butin, on ne cherche pas de territoire, on ne cherche pas de tribu, on cherche uniquement le butin. Reporté sur une frise chronologique du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ, vous avez en rouge les guerres de conquête, donc début 4e siècle et début 3e siècle, aussi bien dans le bassin occidental de la Méditerranée que dans le bassin oriental de la Méditerranée, ce qui est indiqué ici en contexte occidentaux ou contexte orientaux. Vous avez des guerres défensives à la fin du IIIe siècle et au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, fin du IIe et milieu du Ier. Alors, fin du IIIe siècle, et début du Second, ce sont les guerres que les Celtes ont menées contre les légions romaines, contre Rome, qui cherchait à conquérir l'Italie du Nord. À la fin du IIe siècle, ce sont les guerres que les Celtes ont menées contre les légions romaines qui ont cherché et qui ont réussi à accaparer la Narbonnaise, le sud de la Gaule. Et au milieu du 1er siècle, c'est la guerre des Gaules. À côté de cela, nous avons donc une guerre à butin qui est omniprésente, donc qui va accompagner ces guerres de conquête ou ces guerres défensives, ou être la guerre à part entière. C'est-à-dire que pendant une grande partie du IVe siècle, dans la partie occidentale du bassin méditerranéen et au début du IIIe siècle, Tite-Live, par exemple, nous parle systématiquement de brigands, de pilleurs, qui sillonnent la péninsule italienne à la suite de la conquête de l'Italie du Nord, à la suite de la bataille de l'Allia et surtout à la suite de la prise de Rome en 390 avant Jésus-Christ. Donc là, nous avons véritablement affaire à des guerres de butin, dans mon acception, mais à du brigandage dans l'acception des auteurs gréco-latins. Et cette guerre à butin, on la retrouve également dans les contextes orientaux, puisqu'ils accompagnent donc les guerres, on va dire, traditionnelles, puisqu'il y a toujours une recherche de butin effrénée de la part de ces Celtes. Un général comme Hannibal, par exemple, peut être amené à offrir tout le butin récupéré sur le champ de bataille à ses auxiliaires celtes, de façon à les dédommager et de façon à les calmer. Il y a aussi un quatrième type de guerre, qui sont des guerres qui sont menées aux côtés des puissances étrangères, qui ne sont pas des guerres directement menées par les Celtes,
puisque les Celtes apparaissent à ce moment-là comme des alliés ou comme des mercenaires dans ces armées étrangères. Là aussi, les Celtes cherchent toujours à faire du butin dès que l'occasion se présente. Alors la nature de ce butin se présente sous 3 formes différentes. Vous avez le pillage des campagnes et des habitats, avec des populations qui peuvent être massacrées, mais il est beaucoup plus avantageux de les réduire en esclavage. Vous avez des champs qui peuvent être dévastés, mais il est plus avantageux de saisir les produits agricoles. De même qu'on va saisir les animaux de la basse-cour, le bétail, les chevaux. On va saisir le matériel agricole ou artisanal, les biens meubles des habitations, les richesses personnelles sous la forme de parures, de vêtements, d'or et d'argent. Et bien entendu, les trésors des sanctuaires. Dans les sanctuaires ruraux, il y a des trésors et on va saisir ces trésors. L'autre grand domaine qui ramène un riche butin, ce sont les conséquences des batailles rangées. Alors là, le butin va d'abord se présenter sous la forme des têtes coupées des ennemis tués. C'est le butin personnel de chaque guerrier. À cela, on peut ajouter les prisonniers. On peut ajouter les armes et les richesses personnelles, soit des ennemis tués, soit des ennemis faits prisonniers. Les troupeaux destinés à l'alimentation des troupes, les bêtes du train des équipages, les chevaux de la cavalerie ennemie, les bagages de l'armée ennemie, et enfin le trésor de guerre, c'est-à-dire l'or et l'argent destinés au paiement des troupes ennemies. Et enfin, il existe un 3e grand domaine qui ramène également beaucoup de butin, c'est l'occupation des territoires ennemis, alors sous 2 formes globalement. Première forme, c'est qu'on confisque les terres, on confisque les moyens de production de l'ennemi, ou sinon on se contente de demander des tributs. Alors voici 2 images, il y en aura très peu dans mon exposé, 2 images qui vous présentent donc, ce sont 2 détails de la frise en terre cuite de Civita Alba, découverte dans les marches en Italie, qui représentent donc des guerriers celtes qui fuient. Apparemment, ils ont été surpris par les dieux auxquels ce temple, ce sanctuaire a été dédié. On les voit fuir avec des vases sans doute en bronze dans les mains ou entre les jambes, des plats et des vases en bronze. C'est une frise qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais qui nous renvoie toujours à cette idée que le Celte est avant tout un pilleur, ce n'est pas quelqu'un qui mène une guerre légitime. Quelle est la problématique économique et sociale qui se cache derrière cette recherche effrénée du butin ? C'est tout simplement la richesse. Tout d'abord, la richesse comme principale source d'enrichissement de cette époque. Alors c'est une vérité qui fonctionne bien pour les Celtes, mais qui fonctionne aussi bien pour les Grecs, pour les Romains ou pour toute autre civilisation antique. Pour quelle raison ? C'est une raison bien simple. Les propriétés foncières de ces élites celtiques ne pouvaient pas fournir tous les biens recherchés, loin de là. Par exemple, les prisonniers, les esclaves. Alors certes, un esclave, ça s'achète sur le marché aux esclaves, mais pour avoir des esclaves, il faut d'abord avoir des prisonniers. Donc, on peut aussi rechercher les biens manufacturés indigènes, parures, fourrures, meubles. Bien entendu, ce sont des biens que l'on peut faire fabriquer, que l'on peut produire sur la propriété foncière, mais il est toujours plus avantageux d'aller se servir chez le voisin. Les biens exotiques, par leur rareté, par leur richesse, par le prestige qui est associé à ces biens, l'ambre, le corail, la vaisselle métallique et autres, ce sont des biens qu'on va se procurer chez le voisin. Et bien sûr, les métaux précieux. Pour vous donner un exemple de ce que pouvait ramener une bataille ou une campagne militaire relativement courte, je vais vous donner l'exemple du triomphe romain sur les Boïens de 191 avant Jésus-Christ. Et pour ce faire, Tite-Live nous dit « Le jour de son triomphe, Publius Cornelius Scipion a fait transporter des colliers d'or, donc des torques en or, au nombre de 1471. Il y avait 247 livres d'or, 2340 livres d'argent brut et travaillé et 234 000 pièces de monnaie frappées d'un bige. » Si on fait une transformation, si on transforme ces livres en poids, en poids, les 247 livres d'or brut représentent plus de 80 kg d'or. Les 2340 livres d'argenterie brute ou travaillée représentent plus de 760 kg d'argent. Et les 234 000 monnaies d'argent représentent plus de 76 kg d'or. À cela, il faut ajouter, nous dit Tite-Live, des prisonniers et des chevaux en grand nombre, des chars, des armes, des enseignes, des vases de bronze et plein d'autres richesses. Donc vous voyez que le butin en lui-même représente un enrichissement conséquent en un laps de temps extrêmement court qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'une propriété foncière, aussi puissante, aussi importante soit-elle, ne peut rapporter à son propriétaire. Le roi, la guerre et la conquête du butin, c'est sous l'égide du roi, en tant que chef de guerre, que ce butin est recherché. Le roi est élu par l'Assemblée du peuple, donc le Concilium Armatum. Il est seul habilité à décider de la paix et de la guerre.
Il dirige la guerre au nom de l'État. Il détient le pouvoir suprême de la vie et de la mort sur chacun. Il est entouré d'un conseil de chefs qui l'aide à prendre des décisions stratégiques et tactiques au moment de la bataille ou au moment où on passe à l'assaut du territoire voisin. C'est un primus inter pares, c'est-à-dire c'est le plus royal de tous. C'est celui en qui la communauté va mettre sa confiance. La guerre gauloise, donc, comme guerre de prédation, c'est d'abord une guerre de butin, donc doit être logiquement la principale préoccupation de ce roi. Elle doit répondre à ses propres ambitions et à celles des autres chefs. Élu par le peuple, on peut penser que le roi a des comptes à rendre à la communauté qu'il a élue, puisqu'on peut penser que le choix d'attaquer tel voisin plutôt que tel autre a été déterminé par le choix d'une cible qui risque, a priori, de rapporter beaucoup plus de richesses que si on attaquait un autre voisin. Alors, le partage du butin, et c'est là où toute la dimension sociale et économique de ce butin va jouer pleinement, c'est un partage inégal, placé sous la plus haute autorité politique, c'est-à-dire placé sous l'autorité du roi, en sa qualité de représentant de l'État et de commandant des forces de la milice, donc des forces armées. Le roi procède au partage entre tous les guerriers, que ces guerriers soient des chefs ou de simples guerriers, ou il peut décider aussi de consacrer tout ou partie de ce butin à Esus, donc le dieu de la guerre. Alors, il existe donc deux parts de butin, la part des dieux et la part des hommes. À propos de la part des dieux, César nous dit, chez les Celtes, Mars, donc ou Esus, préside aux guerres. Quand ils ont résolu de livrer bataille, ils promettent généralement à ce dieu le butin qu'ils feront. Vainqueurs, ils lui offrent en sacrifice le butin vivant, animalia capta, et entassent le reste en un seul endroit. On peut voir dans bien des idées, en des lieux consacrés, des tertres élevés avec ses dépouilles. Alors, deux petites remarques. Premièrement, animalia capta, c'est-à-dire les animaux capturés. Donc ce n'est qu'une consécration partielle de ce butin qui est faite. Ce n'est pas l'intégrité du butin qui est consacrée au Dieu. Deuxième remarque, César dit, ils promettent généralement. Là aussi, ce n'est pas une consécration systématique du butin fait à la guerre, mais c'est une consécration qui peut se faire selon les circonstances. Tout cela reste de l'ordre de la décision du roi. Et la part des hommes, me direz-vous? Alors, c'est une estimation globale et subjective. Pour quelle raison? D'une part, les auteurs gréco-latins ne nous donnent aucune donnée précise sur la part des hommes, mais on peut quand même penser qu'elle représente l'essentiel des prises, puisque ce butin va représenter donc le déclencheur, sa recherche va représenter le déclencheur de ces guerres. Alors, la part des hommes est également elle-même composée de deux parties inégales. D'abord, les têtes coupées. C'est la part inaliénable du guerrier. C'est son trophée personnel, ce qu'il va garder par-devers lui. Strabon nous dit, chez les Celtes embaumaient à l'huile de cèdre les têtes des ennemis de marque pour les montrer aux étrangers et refusaient de les rendre contre rançon, fût-ce au prix d'un poids égal d'or. Effectivement, la tête coupée, c'est le prémisse du butin à venir. C'est ce que le guerrier va exhiber pour prouver sa valeur et sa bravoure sur le champ de bataille. Et c'est en fonction du nombre de têtes, on peut en tout cas le penser, parce qu'aucun texte ne nous le dit, mais on connaît le phénomène chez d'autres sociétés contemporaines. On peut penser qu'en fonction du nombre de têtes qu'il va exhiber, qu'il aura une part plus ou moins importante de ce butin. La seconde part du butin des hommes, ce sont les dépouilles ennemies, armes et autres biens saisis sur le champ de bataille et dans le camp ennemi. Les dépouilles sont rassemblées en un seul lieu avant le partage devant la milice rassemblée. Alors, on le sait pour deux raisons. D'une part, Tite-Live nous dit, suite à la bataille de l'Allia le 18 juillet 390, il nous dit que les Celtes se mirent à dépouiller les morts et, suivant leur coutume, entassèrent les armes en monceaux. On connaît ce système. Il suffit de se reporter par exemple à l'Iliade où là on voit que sur un champ de bataille, les Grecs victorieux entassent l'ensemble du butin avant de le partager. C'est-à-dire que sur le champ de bataille, chacun ne va pas se servir allègrement en fonction de sa propre force, en fonction de sa vélocité ou en fonction du fait qu'il a un chariot qui le suit derrière, etc. Non, le butin est d'abord amassé avant d'être distribué, redistribué sous l'autorité du roi. Alors voici 2 ou 3 images qui vous montrent une reconstitution, une restitution idéalisée d'une plateforme d'exposition des dépouilles humaines de Rimont-sur-Ancre. Donc là, vous avez les corps sans tête, puisque les Celtes sont connus pour décapiter les ennemis morts. Ces corps sont accrochés
à un système de bardage en bois avec donc leurs armes accrochées à eux. Tout cela, ici, vous avez donc des photos de la fouille de Riedmont-sur-Ancre menée par Jean-Louis Bruno. Vous avez les ossements humains et les armes qui sont mêlées. Et parmi ces ossements humains, Jean-Louis Bruno a eu la possibilité, l'opportunité de découvrir un torque en or et des pièces de monnaie en or qui vous donnent donc une idée de cette richesse qui pouvait être saisie sur les champs de bataille. Alors le partage inégal du butin renforce les inégalités sociales et c'est la deuxième partie de cette seconde partie, si je peux dire, c'est-à-dire la dimension sociale de ce partage du butin. D'abord, les prérogatives du chef. Le roi, en tant que premier guerrier, est le premier servi et il reçoit les meilleures parts de ce butin. Le reflet des prérogatives de ce roi se retrouve dans l'organisation des banquets. Posidonios nous explique la manière dont les banquets s'organisent. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Dans ce banquet ou dans d'autres types de banquets, Diodore, Posidonios, des auteurs gréco-latins nous disent que celui qui a la prérogative sociale reçoit les meilleures parts, donc les meilleures parts du gigot. On est dans le même système de représentation lors du partage inégal du butin. Le roi, en tant que commandant, va recevoir les meilleures parts. Le reste du butin va sans doute suivre la hiérarchie interne du monde militaire, c'est-à-dire que les membres du Conseil du roi vont sans doute recevoir beaucoup plus que les autres chefs. Ces derniers vont sans doute recevoir aussi beaucoup plus que les guerriers domestiques. Les guerriers domestiques, ce sont ceux qui forment les gardes personnels de ces hauts aristocrates. Ces guerriers domestiques vont recevoir plus que les simples guerriers. En revanche, les cavaliers vont recevoir plus que les fantassins, puisque le cavalier a des frais, en quelque sorte, beaucoup plus importants. Il a à sa charge l'entretien d'une ou de plusieurs montures, donc il va recevoir beaucoup plus. Alors c'est un système qui se retrouve notamment chez les Romains. Tout cela nous amène à un système qui va privilégier le rang existant au moment du partage. Cette distribution inégale renforce donc les inégalités sociales. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que l'inégalité dans l'armement fait qu'on va privilégier l'élite des guerriers. Le fantassin va, sur le champ de bataille, au moment de la déroute de l'armée ennemie, va faire moins de prisonniers qu'un cavalier, par exemple. Donc il ramènera moins d'ennemis, vivants ou tués, donc il aura des parts de butin moins importantes. De même, les privilèges attachés au rang de chef, ce sont des privilèges qui se manifestent lors de la distribution. Donc, ces gens-là vont recevoir les plus beaux prisonniers, les butins de prix et éventuellement des parts de territoire. Ce qui nous amène à la troisième et dernière partie de cette conférence, les implications économiques et sociales de la guerre. Le partage inégal amène à des revendications sociales. La guerre, effectivement, c'est un mode de production de ces sociétés et aussi un mode de reproduction de l'organisation sociale. Pourquoi ? Parce que la richesse acquise à la guerre, la richesse acquise grâce au butin, permet le maintien en place des bénéficiaires de haut rang. Ceux qui sont déjà en haut de la structure sociale, dans la mesure où ils vont recevoir plus de richesses, vont se maintenir plus facilement en haut de la hiérarchie sociale. De même que la richesse va permettre au sein de cette élite sociale des progressions hiérarchiques entre déjà des personnages de haut rang. Donc il va y avoir une compétition interne à cause de la richesse et à cause du prestige qu'on retire de cette richesse. Mais donc cela permet de dynamiser les niveaux sociaux supérieurs de la société et leur reproduction en tant que telle. On peut dire que la guerre nourrit la guerre, mais on peut aussi dire que la guerre nourrit les inégalités sociales. Il y a donc nécessité pour certains individus qui ne veulent pas que le système se pérennise tel qu'il est, des revendications qui vont remettre en cause de façon explicite la hiérarchie sociale telle qu'elle existe. Ces revendications peuvent être violentes, elles peuvent remettre en cause la souveraineté royale, puisque Polybe nous dit, par exemple, il donne un exemple très concret en 290 avant Jésus-Christ, à ce moment-là, les troupes celtiques, donc de la Gaule cisalpine, envahissent une grande partie de l'Étrurie, font un butin immense, rentrent dans leur territoire, et à ce moment-là, Polybe nous dit, comme à l'accoutumée, les Celtes s'entretuèrent entre eux au moment du partage, le butin disparut complètement dans cette affaire, ainsi que les protagonistes. Ils se sont entre-massacrés, entre-tués. Donc, pourquoi ces revendications ? Tout simplement parce qu'il y a l'obligation de remettre le butin entre les mains du roi. Or, quand vous remettez ce butin entre les mains du roi, c'est une marque statutaire de votre infériorité,
puisque vous placez forcément le roi au-dessus de vous, puisque vous lui reconnaissez la puissance, la possibilité, le droit de vous redistribuer ce que vous avez, vous, acquis sur le champ de bataille. Donc ces conflits remettent systématiquement en cause l'autorité royale et les prérogatives du roi en tant que distributeur, prérogatives qui lui sont données par son rang et son prestige, le fait d'être servi en premier et le plus largement. Donc le partage réactualise forcément le rang de chacun au sein de la hiérarchie sociale des Celtes. Et c'est une hiérarchie mouvante, ce ne sont pas des sociétés closes, ce sont des sociétés ouvertes, des sociétés au sein desquelles la bravoure, la richesse ou la naissance, on le verra un peu plus loin, permettent à certains individus, particulièrement doués ou opportunistes, de monter dans la hiérarchie sociale. Ce n'est pas une société close. Ce qui fait que ces gens, certains en tout cas d'entre eux, vont essayer par tous les moyens de faire reconnaître leur bravoure, de façon à s'arroger une part de butin plus importante, ce qui veut dire donc d'une richesse plus importante, un prestige plus important, et par conséquence, éventuellement accéder au pouvoir suprême, donc au pouvoir politique. Donc à ce moment-là, contrairement à tout à l'heure où dans la première approche du butin, je disais que c'était à chacun selon son rang, cette fois-ci c'est à chacun selon son mérite. Ce qui fait que très rapidement dans ce système, on s'aperçoit qu'il y a une nécessité, on va dire ontologique, du conflit armé, la nécessité de toujours partir en guerre. Puisque la guerre sert les intérêts des élites guerrières comme moyen de leur domination économique et sociale, la richesse leur permet de faire face à leurs obligations sociales, quand ils font des dons par exemple, mais il faut bien qu'ils trouvent la richesse quelque part, et quand ils font des dons en quantité et à longueur d'année, il faut qu'il y ait une richesse suffisante pour répondre à ces obligations sociales. Et effectivement, on ne peut pas déroger à son rang si on tient à rester en haut de l'échelle sociale, si on ne fait pas des dons réguliers et d'importance. Donc la guerre devient par conséquent fréquente et régulière comme moyen de renforcement de la hiérarchie sociale. Pour autant, elle va donc créer un déséquilibre entre ceux qui la font de façon régulière, qui ont les moyens de la mener et de profiter directement de ses retombées économiques et sociales, et ceux qui en dépendent pour vivre, c'est-à-dire les simples guerriers. Ceux-là vont suivre des bataillons entiers, ils vont certes en tirer une certaine richesse qui leur permettra de vivre sur un certain pied, mais ils ne pourront jamais atteindre au niveau supérieur de la société, ils ne pourront jamais avoir des clients ou des débiteurs comme les grands aristocrates. La guerre comme promotion sociale, dans la mesure aussi où la bravoure est reconnue comme élément important, la bravoure autant que la richesse et la naissance. Nous savons cette distinction grâce à un texte de Posidonios qui nous explique que lors des banquets celtiques, l'individu jugé le plus important socialement va être mis, on va lui accorder la place d'honneur, et autour de lui vont s'agencer les individus en fonction de leur rang, du plus important au moins important. Et pour définir cette place d'honneur, pour définir qui a droit à cette place d'honneur, on va faire appel soit à la bravoure de cet individu, soit à sa naissance, soit à sa richesse. Donc chacun, on peut penser que dans ces conditions, chacun devait pousser au conflit armé. Les simples guerriers pour la petite richesse que ça leur rapporte, et surtout le chef et les autres rois pour les objectifs politiques, personnels qu'ils pouvaient escompter en devenant particulièrement riches, en devenant beaucoup plus riches, atteindre le pouvoir pour certains d'entre eux, étendre leur pouvoir pour d'autres, ou tout simplement l'assurer. Donc, cette richesse, comment elle se manifeste ? Pour ce faire, je vais faire appel à César, qui, dans la guerre des Gaules, nous dit que le pouvoir se trouvait généralement en Gaule aux mains des puissants et des riches qui pouvaient acheter des hommes. C'est-à-dire que cette richesse permet à certains individus de transformer en quelque sorte leurs concitoyens en esclaves, donc à les faire rentrer dans leur dépendance totale et absolue. César nous dit également qu'il y a un certain nombre de personnages qui ont une influence prépondérante sur le peuple et qui, simples particuliers, sont plus puissants que les magistrats eux-mêmes. Donc on voit un peu la richesse, ce que la richesse peut produire de distinction et de la manière dont la richesse permet à certains individus de court-circuiter en quelque sorte le pouvoir légitime. Tout à l'heure, Patrice Brun citait l'exemple de Dumnorix. Voici ce que César disait de Dumnorix. C'est un individu plein d'audace. Sa libéralité l'avait mis en faveur auprès du peuple
Et il voulait un bouleversement politique. Et il voulait ce bouleversement politique en s'associant à un autre individu, à un autre haut aristocrate, cette fois-ci un Helvète, Orgetorix, qui s'est présenté devant le Sénat avec ses 10 000 hommes pour imposer sa puissance et ne pas être jugé. Et donc, dans ce descriptif que nous donne César de Dumnorix, on voit toute la puissance de ces personnages particulièrement riches. Ils le sont tout simplement parce qu'ils font appel au système du don et du contre-don. Ce système du don et du contre-don, c'est-à-dire que quand vous donnez un bien à quelqu'un, vous en faites un dépendant. Vous prenez un ascendant sur cette personne tant que cette personne n'est pas en capacité, en mesure de vous rembourser le don que vous lui avez fait par un contre-don. Donc vous prenez un ascendant. Et cet ascendant que vous prenez sur vos concitoyens, sur ceux qui vous entourent, eh bien, il va se transformer aussi en puissance politique grâce au système de clientèle. Et grâce à ces deux systèmes, le système du don et le système clientélaire, vous pouvez escompter arriver au pouvoir suprême. Alors pour ce faire, vous allez offrir des repas, soit à vos pairs, soit à la communauté. Vous allez faire des dons à cette communauté, voire même à des étrangers pour avoir des alliés dans les cités avoisinantes. Tout cela, donc, une constitution d'une clientèle très importante, totalement dévouée, qui va intervenir notamment lors des élections, qui vont donc taper sur leur bouclier, manifester leur approbation pour votre candidature. Ces gens vont aussi former votre armée privée, donc ils vont pouvoir vous défendre, ils vont pouvoir former cette petite armée privée qui vous permettra de partir régulièrement en guerre, comme le dit César au début de la guerre des Gaules, dans le livre 6 de la guerre des Gaules, il nous dit que les hauts aristocrates, chaque année, entourés de leurs desservants d'armes, partaient en guerre ou se défendaient contre les attaques de leurs voisins. Cette richesse donc va créer au sein des sociétés celtiques une polarisation entre des dépendants et des dominés. Le pouvoir économique, c'est-à-dire autrement dit la puissance privée d'un individu, son pouvoir indirect sur ses concitoyens, va lui conférer donc une richesse. Donc, ce pouvoir va être déduit de la richesse et cela va être transformé dans la mesure du possible en pouvoir politique, autrement dit en puissance publique, en pouvoir direct. On va réduire une partie de la population en clients ou en débiteurs. On va éventuellement acheter le concours de mercenaires pour se défendre ou partir en guerre. Donc, le riche dispose sur ses dépendants, sur tous ceux qui rentrent sous sa dépendance, en fin de compte, du même pouvoir direct que celui que possède le roi en tant que représentant de l'État sur l'ensemble des sujets de la société. Donc, ce qui sous-entend que cette richesse, ce pouvoir, ce prestige, va planer sur l'ensemble de la société, sachant que, chacun se disant qu'à tout moment, je peux tomber de l'indépendance de tel ou tel haut aristocrate. Donc ce système de dépendance d'une petite minorité vis-à-vis d'une grande majorité, c'est une remise en cause, en fin de compte, de la puissance de l'État, tel que Patrice a tenté de nous définir cet État en celtique, chez les Gaulois, chez les Celtes, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors si on devait schématiser ce processus, la nature de la guerre à butin, guerre de conquête ou guerre défensive, cette guerre à butin va ramener une quantité de butin proportionnelle au type de guerre que j'ai défini. Cette proportion de butin va engendrer de la richesse et du prestige chez les chefs. Cette richesse et ce prestige va leur amener un nombre proportionnel de dépendants. Et ce nombre proportionnel de dépendants, donc d'individus qui vont voter pour eux, qui vont les défendre le moment venu, va leur amener de la puissance, donc du pouvoir. Et ces gens, par la puissance et le pouvoir qu'ils vont acquérir, vont pouvoir se relancer dans le système de la guerre, soit une guerre à butin de conquête ou de défense, et on va avoir ainsi une espèce de cercle vertueux, un cercle vertueux militaire, qui va amener donc à cette impression qu'avaient les auteurs gréco-latins, que les Celtes passaient leur temps à faire la guerre. Comme dit César en parlant des populations celtiques, il disait « ces gens aiment la guerre ». Alors voici une représentation idéalisée d'un banquet celtique à partir donc d'une interprétation du texte de Posidonios, auteur grec du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais on peut penser que cette représentation nous livre aussi des éléments d'une connaissance du banquet celtique, aristocratique en tout cas, au moins du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc antérieurement. Posidonios nous dit que le personnage le plus important, donc le coryphée du chœur, se trouve ici au milieu, et de part et d'autre vont se disposer les autres individus en fonction de l'importance sociale qui leur est reconnue. En face d'eux va prendre part un commensaux
qui est porteur de lance et qui a le droit de participer, de partager le repas avec son patronus. Et derrière ces deux individus va se tenir un porteur de bouclier qui lui surveille mais ne participe pas au repas. Tout cela nous amène, et ce sont les trois termes dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos de Posidonios, la richesse, la bravoure et la naissance. La richesse en tant que telle, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, la richesse amène directement au pouvoir. En revanche, la bravoure ne peut amener au pouvoir que par l'intermédiaire de la richesse. Il faut certes avoir de la bravoure pour avoir de la richesse et atteindre le pouvoir. Et la naissance ne donne pas non plus directement droit au pouvoir. Il faut avoir une belle naissance et être brave, faire la preuve de sa bravoure, faire la preuve de sa richesse pour arriver au pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas affaire d'ailleurs à des monarchies, nous avons affaire à des royautés, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles le pouvoir n'est pas héréditaire. Le fils ne succède pas à son père. Le fils va succéder éventuellement à son père si lui-même fait la démonstration de sa bravoure, et grâce à sa bravoure, il ramène suffisamment de richesse pour entrer dans le système gaulois. Alors, quelles sont les limites et les conséquences économiques et sociales de cette guerre à butin? Et je terminerai là-dessus. C'est que les guerres de conquête, celles qui vont ramener le plus de butin, le plus de richesse, puisqu'on va, en plus du butin, on va ramener des territoires, ces guerres de conquête ne sont pas données à tout un chacun, puisque ce sont des sociétés dans lesquelles le pouvoir est atomisé entre différents aristocrates qui, chacun a sa petite cour, chacun a sa petite armée privée. Pour qu'il y ait guerre de conquête, il y a une nécessité de consensus. C'est la raison pour laquelle ces grandes guerres de conquête n'apparaissent qu'au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, au moment des migrations, parce que là, ce n'est pas un aristocrate qui se déplace avec ses desservants, avec ses proches, ce sont des parties de peuples entiers qui se déplacent. Ces guerres de conquête vont également apparaître au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, parce que là aussi, ce sont des migrations qui vont donner lieu à ces conquêtes, ce n'est pas un aristocrate qui va attaquer. En revanche, les petites guerres annuelles peuvent être menées par un aristocrate et ses propres troupes. Cela nous renvoie donc à des sociétés qui sont toujours en but à des divisions internes, donc des luttes intestines pour le contrôle des hommes. Alors soit des luttes entre membres d'une même famille, on a l'exemple d'Humnorix et de son frère Diviciacos, c'est César qui nous le dit au début de la guerre des Gaules en 58. Il y a des luttes intestines entre les concitoyens pour l'accession au pouvoir, et également des luttes entre les peuples pour l'hégémonie politique. Alors, la faiblesse inhérente à ces sociétés, à ce pouvoir atomisé, on a un pouvoir qui est réparti entre, d'un côté, la partie, on va dire, légitime de ce pouvoir, représentée par le Sénat et les assemblées populaires, et de l'autre, cette multitude d'individus particulièrement riches dont nous parle César, et qui détiennent, en tout cas au dire de César, une puissance privée suffisante pour contrebalancer la puissance de l'État. Donc, pour que ces individus, en tout cas certains d'entre eux, on a l'exemple d'Humnorix ou d'Orgetorix en 58 avant Jésus-Christ, pour que ces gens ne prennent pas ce pouvoir, ne se l'accaparent pas et ne deviennent pas éventuellement des tyrans, il faut que les autres aristocrates s'opposent à eux. Le pouvoir légitime est un peu démuni. On le voit dans l'exemple d'Orgetorix. Quand Orgetorix, l'Helvète, se présente devant le pouvoir légitime, devant le Sénat, il vient accompagné de ses 10 000 clients et débiteurs. Le pouvoir ne peut que constater les faits, qu'il y a une distorsion. Ils ne sont pas en mesure de répondre ni d'engager la bataille contre cet individu. Ils le laissent repartir. Et ce n'est que dans un second temps que l'État va lever des troupes pour aller chercher Orgetorix. Or là, César nous apprend qu'Orgetorix, entre-temps, est mort. On ne sait pas comment il est mort, mais en tout cas, il n'y a pas eu de guerre. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire sur cet état de guerre permanent que nous révèlent les sources littéraires gréco-latines? C'est que la guerre chez les Celtes avait d'abord une dimension économique et sociale. Deuxièmement, et là, c'est Claude Lévi-Strauss qui me permet de faire cette petite conclusion. Si j'aurais pu, sans fausse modestie, j'aurais pu écrire ce qu'écrit Claude Lévi-Strauss quand il dit, à la lecture des ouvrages anciens, il dit « Une image toute différente de l'activité guerrière s'esquisse-t-elle à travers la lecture des anciens ouvrages, non plus seulement négative, mais positive, ne trahissant pas nécessairement un déséquilibre dans les relations entre les groupes et une crise, mais fournissant au contraire le moyen régulier destiné à assurer le fonctionnement des institutions. » Et je pense que tout est là, c'est-à-dire que les auteurs gréco-latins
n'ont pas su ou n'ont pas voulu comprendre que chez les Celtes, cette guerre perpétuelle que ces Celtes menaient, soit entre eux au sein de la Celtique, soit contre leurs voisins immédiats, cette guerre perpétuelle ne se limitait pas à piller tout simplement les voisins, au prétexte que les Celtes ont été prétendument incapables d'exploiter ou de mettre en valeur leurs propres terres. Non, tout simplement, cette guerre perpétuelle assurait le fonctionnement des institutions de ces sociétés. Les guerres perpétuelles assuraient la pérennité du système social celtique, la pérennité des sociétés celtiques. Alors, si je devais vous inviter à ne retenir qu'une seule chose de cette communication, c'est cela. Au-delà d'une technique, donc d'une praxis de la guerre, ou de l'expression politique de relations entre communautés humaines, la guerre chez les Celtes a été le résultat d'une nécessité économique et de la logique d'un système social. Merci de votre attention.